Funky, le singe magicien. Funky, le petit singe, adorait tout ce qui était magique. Lorsqu'il quitta l'école, il déclara à son père qu'il voulait être magicien. « Mais j'ai besoin de toi pour cueillir les noix de coco !» s'exclama le père. « Tu es petit et léger, tu grimperas plus vite aux arbres que ton frère Cosmo. » Funky hocha la tête. « Mais papa, tu sais bien que j'ai le vertige !»« Cela ne fait rien, Cosmo te lancera les noix de coco et tu n'auras qu'à les compter en bas, » répondit le père. « C'est que je compte pas très bien non plus. J'étais toujours dernier en calcul à l'école. » dit piteusement Funky. Un jour, Funky se rendit chez Danilo, le magicien du village, qui habitait une vieille maison hantée sur la colline. « Je veux apprendre la magie, » lui dit-il. Fit Danilo en se caressant la barbe et en examinant Funky. « Je n'ai jamais eu de singe comme apprenti. » Il le conduisit cependant dans la cave. Il y avait là d'énormes jarres sur lesquelles on lisait « bave de crapaud »,« baie de sureau » ou « baie de genièvre ». Des étagères croulaient sous le poids de vieux livres à reliure de cuir. Sur une grande table se trouvaient des bols, des cuillères de toute taille et quelques vieilles balances au plateau de cuivre. Tout au bout de la table, Funky aperçut un bâton rayé qui ressemblait à un serpent. Dans l'obscurité, Funky distingua un petit personnage occupé à brasser le contenu d'un chaudron à 3 pieds. C'était une belette. Funky n'aimait pas les belettes depuis qu'une bande de leur espèce avait dérobé à son père ses meilleures noix de coco. « Je t'engage pour 1 mois, » déclara soudain Danilo. « Je verrai alors si tu es fait pour ce métier. » Funky était ravi. Willet, la belette, lui adressa un grand sourire, mais n'ajouta mot. Danilo était bon maître. Funky apprit à nettoyer les bols avec de l'eau de pluie et à les sécher, soit avec des orties pour jeter un mauvais sort, soit avec du duvet de chardon pour le conjurer. Il apprit aussi à connaître les fleurs sauvages, les herbes et les mousses de la colline et de la forêt voisine. Les pommes sauvages embellissaient le teint des jeunes filles, le romarin faisait boucler leurs cheveux et la feuille de laurier éloignait la foudre. Le magicien expliqua aussi à Funky comment il changeait de simple breuvage en potion magique en agitant son bâton rayé. « Je t'interdis bien de toucher à ce bâton, » l'avertit-il un jour. « Même Willet, qui travaille avec moi depuis 3 ans, n'a pas le droit d'y toucher. » Funky lut cependant sur le visage de Willet qu'elle avait désobéi. À la fin du mois, Danilo déclara: « Funky, je suis content de toi. Tu peux commencer à travailler avec Willet. Je dois souvent partir en tournée dans tout le pays. En mon absence, tu devras lui obéir. » La belette donnait alors à Funky les travaux les plus durs. Pire, elle se vautrait dans le fauteuil de Danilo, les pattes croisées, et disait à Funky qu'il faisait tout de travers. Parfois, le petit singe était si fatigué qu'il devait se traîner pour rentrer chez lui. Un jour que Danilo était à la conférence des magiciens, Willet lui ordonna de prendre l'échelle et d'aller lui chercher un livre sur la plus haute étagère. Les genoux de Funky se mirent à trembler. Il ne devait pas montrer sa peur à Willet, mais au milieu de l'échelle, le vertige le prit et il dut s'arrêter. « Monte donc! Qu'est-ce que tu attends ?» il cria Willet. Funky ferma les yeux, avala sa salive et continua. Il attrapa le livre d'une main en essayant d'oublier sa posture, mais le livre était lourd. Il lui échappa et atterrit sur la tête de Willet qui hurla de colère. Funky se retourna alors, perdit l'équilibre et tomba dans une marmite de soupolière. Tout suffocant,
Il essayait de ne pas avaler la mixture empoisonnée. Willet se releva péniblement en criant: Maladroit! Stupide animal! Attends que Danilo revienne! Tu as abîmé le grand livre des formules magiques! Puis elle se frotta la tête et dit: J'ai mal partout! Je rentre chez moi! Toi, tu restes ici cette nuit pour réparer le livre! Willet prit la grosse clé sur la porte, sortit en clopinant et enferma Funky à double tour dans la cave. Surmontant sa peur, le petit singe alluma une chandelle, puis il se nettoya et se sécha. Il répara le livre en très peu de temps et chercha ensuite une occupation. Il ne put s'empêcher de ramasser le bâton de Danilo et dansa tout autour de la cave en le faisant tournoyer au-dessus de sa tête. Une chose terrible se produisit alors. Le contenu d'une jarre se mit à bouillonner et à envoyer des petits jets de vapeur. Effrayé, Funky recula et fit tomber des feuilles de pissenlit dans la marmite de soupolière. Il jeta vite son bâton et courut se cacher au fond de la pièce, tandis que la bassine continuait à glouglouter. Elle allait exploser. Il se boucha les oreilles de ses mains et soudain, un jet de liquide orange jaillit. Un peu de ce liquide retomba dans la soupolière qui, du vert, passa au brun. La soupe bouillonna alors très fort, puis dégagea une odeur nauséabonde. Funky était toujours tapi dans son coin, les yeux fermés, attendant piteusement le lever du jour. Enfin, il s'endormit. Il fut éveillé par le bruit de la clé dans la serrure. Danilo et Willet, la tête surmontée d'une belle bosse, entrèrent et contemplèrent avec stupeur le spectacle. « Eh bien !» fit le magicien. Funky n'en menait pas large en racontant ce qui s'était passé. Tout d'abord mécontent, Danilo se radoucit devant le livre si bien réparé. Il se tourna alors vers Willet pour voir sa bosse. Ouf, cela n'est rien du tout. D'ailleurs, tu en prenais un peu trop à ton aise depuis quelque temps, déclara-t-il. Funky eut beaucoup plus de mal à expliquer la suite. Lorsqu'il avoua sa faute, une lueur mauvaise brilla dans les yeux de Willet. « Elle sait que je vais être renvoyée, » pensa tristement Funky. Danilo se pencha alors au-dessus de la marmite. Il renifla le liquide brun, le remua et finit par le goûter. Son visage s'éclaira soudain. « Tu sais quoi ?» cria-t-il. « Tu viens de découvrir ce que je cherchais depuis des années, un remède contre les cauchemars. » Il prit les mains de Funky dans les siennes et l'entraîna alors dans une ronde endiablée. Épuisé, Danilo s'affala sur son fauteuil. S'écria-t-il. « Quel petit singe intelligent! Maintenant, dis-moi exactement combien de fois tu as fait tourner le bâton. Il faut tout de suite le noter. J'ai des centaines de commandes pour ce médicament. Quel travail nous allons avoir! Willet, va chercher un crayon. » Funky eut du mal à se souvenir exactement de ce qu'il avait fait. Il comptait lentement sur les doigts de ses mains et de ses pieds. Willet notait, la mine renfrognée. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'admirer Funky. Danilo était très content et il donna à Funky un jour de congé. « Reviens dès demain, tu as encore beaucoup à apprendre, » dit le magicien. Funky courut jusqu'à chez lui, impatient de raconter à ses parents tout ce qui s'était passé. « Eh bien, dit le père de Funky, je vois que Cosmo et moi, nous allons devoir nous débrouiller tout seuls à la ferme, puisque tu es un vrai magicien. » Ils firent un grand festin de bananes et de noix de coco pour fêter la nouvelle vie de Funky, celle de magicien. Le serpent et la rose.
Par un beau jour d'été, le serpent se dorait nonchalamment au soleil, sur les marches de l'escalier qui descendait au jardin. Il écoutait les fleurs qui bavardaient entre elles. Les marguerites, avec leur cœur doré, riaient d'un rire clair. « A-t-on jamais vu un serpent amoureux d'une rose ?» disait l'une d'elles. « C'est absurde !» répondait une autre. « C'est un très beau serpent » ajouta le Myosotis avec malice. « Il a un très beau teint, argenté et brillant. » La pensée cligna son œil pourpre en se tournant vers le rosier où se dressait une magnifique fleur d'un beau rouge velouté. Celle-ci feignait de ne pas entendre les paroles perfides de ses compagnes. Mais ses pétales devinrent écarlates. Ta ta ta! Le serpent est assurément à ses pieds. Il éloigne d'elle tous ces escargots et ces limaces si désagréables, ajoutait une marguerite en riant. Le serpent était en effet très amoureux de la belle rose rouge. Tout l'été, il l'avait protégée avec dévouement. Mais plus le soleil devenait chaud, plus il avait de la peine à se déplacer. Les fleurs elles-mêmes commencèrent à courber la tête, et bientôt les marguerites cessèrent à leur tour leur babillage. La nuit tombée, le serpent se traîna jusqu'à sa demeure dans le mur. Il haletait et avait l'impression que sa peau était aussi sèche que du parchemin. Il entendit alors une porte s'ouvrir et vit la maîtresse de maison descendre l'escalier, un arrosoir à la main. Elle donna à boire aux marguerites, aux Myosotis et aux pensées, puis elle se tourna vers la rose qui tendit le cou vers elle. Ses pétales formaient une coupe pour recueillir les gouttelettes d'eau argentée. La dame rentra alors chez elle. La rose, dont le calice contenait encore quelques gouttes d'eau, appela doucement son ami. Le serpent s'approcha et but longuement. Il reposa alors un instant seulement son menton sur les doux pétales de la rose. Son amour pour elle grandit de jour en jour. Chaque soir, il venait dormir auprès d'elle. Il enroulait son corps autour du rosier et posait sa tête sur ses pétales. Un soir, le temps changea. Un vent froid soufflait. Frissonnant, le serpent se dirigea comme d'habitude vers sa rose, mais elle avait disparu. Il la chercha partout, en vain. Une marguerite, mécontente d'avoir été réveillée par ce remue-ménage, lui jeta. La maîtresse de maison l'accueillit. Cela ne m'étonnerait pas qu'elle l'ait mise dans une pièce toute chaude. Ah, elle a bien de la chance. Le serpent attendit que tout fût calme et qu'il n'y ait plus de lumière à l'intérieur. Puis il se hissa en haut de l'escalier jusqu'à la porte. Il se fit tout et chaque fois elle avait perdu encore plusieurs pétales. Un matin, la dame prit ce qui restait de la rose et la jeta sur un tas au fond du jardin près d'un bois sombre et mystérieux. Le serpent descendit vivement de son mur, traversa le jardin et contempla sa rose toute ridée et fanée. Son cœur en fut brisé. La nuit tombée, il l'enterra sous les feuilles mortes. Puis il tomba dans un profond sommeil, proche de la mort. L'été s'acheva et les pluies de l'hiver balayèrent bientôt les feuilles d'automne. Les fleurs avaient depuis longtemps cessé leur bavardage. Et les chants mélodieux des oiseaux avaient laissé la place au ululement des chouettes.
La neige se mit à tomber et le silence s'étendit sur le jardin. La neige fondit, le printemps revint. Lorsque le soleil fut plus chaud, les fleurs dansèrent sous la brise. Et prudemment, le serpent sortit de sa demeure. Il se réchauffa sur les pierres en écoutant roucouler la colombe. Les primes-verts voulurent lui faire conversation, mais son cœur restait triste. Quand le printemps céda la place à l'été, le serpent retourna au rosier. De jeunes feuilles vertes se dressaient maintenant, et sur la branche de sa rose, il vit un tout petit bouton. Il le contempla avec curiosité, puis lui murmura quelques mots. Mais il n'y eut pas de réponse. Le serpent rendait visite au rosier tous les jours. Et par un glorieux matin, le bouton découvrit de magnifiques pétales rouges. Le serpent comprit qu'après ces longs mois d'hiver, sa rose lui était revenue. Et son cœur fut pour toujours rempli de joie. Mystère dans la jungle. Cherchons des indices, s'écria Mongo en courant à l'endroit où il avait cru entendre la veille du remue-ménage. Il entendit alors des pleurs et écartant les feuilles, il reconnut la princesse Prill. « Ne pleurez pas, lui dit-il doucement. Je retrouverai votre père. »« Oh, merci, Mongo. Mais, oh, regardez, la couronne du roi. »« Très bien, Prill. Voyons. » Bah, ces horribles poils. Oh, ce sont les frères Scarabée. Je pars à leur recherche. Attendez-moi, fit la princesse. Je ne veux pas épouser ma lynx. Je ne voulais pas déplaire à mon père. Mongo aimait Prill depuis toujours. Et fou de joie, il l'entraîna à la recherche du roi. Le traître Malynx, qui seul savait où se trouvait la palmeraie, faisait maintenant payer le précieux nectar. Tous les animaux savaient qu'au bout de 8 jours, sans le fameux nectar, ils attraperaient la mégalopoisie. Leurs pieds enfleraient alors et se couvriraient de verrues vertes. À midi, Malynx découvrit que la princesse avait disparu avec Mongo. On murmurait partout qu'ils étaient partis à la recherche de Zamouza. Le 5e jour, ils n'avaient toujours rien trouvé. « Nous allons attraper la mégalopoisie !»« Chut !» s'écria Mongo. « J'entends du bruit. » Ils aperçurent alors Zamouza perché sur une plateforme au milieu des marécages. « Attendez-moi ici, Prill. J'ai une idée. » Mongo grimpa à un palmier. « Sois prudent !» s'écria Prill. Alors qu'il était presque en haut, le palmier s'inclina. « Pas un mot, sire !» murmura Mongo en empoignant fermement Zamouza. Brusquement, le palmier repartit dans l'autre direction et catapulta ses 2 hôtes très haut dans le ciel. Prill poussa un cri. « Emparons-nous d'elle !» hurlèrent les scarabées alertés alors qu'elle appelait à l'aide. À ce moment-là, Mongo et Zamouza s'abattirent sur les 2 affreuses créatures, tout près de la pauvre Prill. Oh, quel atterrissage! Oh, mais ils sont assommés! Grommela Mongo. Tu es sain et sauf, père, grâce à Mongo! Ils
tricottèrent les deux fripouilles à un arbre, puis rentrèrent au palais pour mettre fin aux méfaits de l'odieux Malinx. Tout le monde faisait la queue pour acheter du nectar lorsqu'on entendit crier « Arrêtez! Ne payez plus !» Zamouza parut alors, suivi de Pril et du courageux Mongo. Les animaux s'écrièrent « Hurrah! Longue vie au roi! Chassons le traître! Chassons Malinx !» Le lendemain, il y eut une grande fête pour célébrer le retour du roi et le mariage de Pril et de Mongo. Mongo fut nommé ministre du nectar et la vie calme et tranquille de la jungle reprit comme avant. Le magicien d'Oz dans la forêt. Les deux amis et Toto cheminèrent ainsi pendant quelques heures. Puis, l'état de la route se dégrada. Les briques jaunes étaient parfois cassées et quelques-unes manquaient. Toto sautait par-dessus les trous, Dorothée les contournait, mais l'épouvantail ne pouvait les éviter. Et il tombait de tout son long sur les pierres. Il riait cependant de bon cœur et Dorothée le remettait debout. « Ces briques ne peuvent me faire aucun mal puisque je suis en paille. Ce que je crains, c'est la flamme de l'allumette, » expliqua-t-il après une chute. Ils poursuivirent leur route, Toto toujours devant eux. La campagne alentour devint très aride. Vers le soir, ils pénétrèrent dans une grande forêt. Ils continuèrent jusqu'à ce que Dorothée n'en puisse vraiment plus. Enfin, ils aperçurent une maisonnette en bois qui paraissait abandonnée. Il y avait à l'intérieur une sorte de lit de feuilles séchées où Dorothée et Toto bientôt s'endormirent. L'épouvantail, qui n'était jamais fatigué, ne se coucha point et attendit patiemment le lever du jour. Lorsque Dorothée se réveilla, le soleil inondait déjà la maisonnette. Comme elle avait très soif, ils partirent chercher de l'eau dans la forêt. Ils entendirent le murmure d'un ruisseau. Dorothée s'y lava et déjeuna de pain et d'eau avec Toto. L'épouvantail ne mangea rien car il n'avait jamais faim, expliqua-t-il. Ils allaient reprendre la route de briques jaunes quand un sourd gémissement fit sursauter Dorothée. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je n'en sais rien, mais allons voir, » répondit l'épouvantail. L'un des arbres était profondément entaillé et à côté de lui se trouvait un homme entièrement en fer blanc. Il tenait une hache au-dessus de sa tête, immobile, comme s'il ne pouvait plus bouger. « Est-ce vous qui avez gémi ?»« Oui, c'est moi. Je ne cesse de gémir depuis plus d'1 an, et jamais personne ne m'a entendu ni n'est venu à mon secours. » répondit le bûcheron en fer blanc. « Que pouvons-nous faire pour vous ?»« J'ai besoin d'un peu d'huile. Mes articulations sont si rouillées que je ne peux absolument plus bouger. Un bon graissage me remettra sur pied. Vous trouverez un bidon d'huile chez moi. » Dorothée courut chercher le bidon d'huile et, avec l'aide de l'épouvantail, graissa le cou, les bras et les jambes du bûcheron en fer blanc. Il soupira de satisfaction en abaissant lentement sa hache. Merci 1000 fois. J'étais comme cela, la hache en l'air, depuis des mois. Vous m'avez sauvé la vie. Où alliez-vous donc, comme cela ? Nous nous rendons à la cité d'Émeraude pour voir le grand magicien d'Oz. Je veux qu'il me ramène au Kansas. L'épouvantail, quant à lui, voudrait qu'il lui mette un peu de cervelle dans la tête. Hein ? Pensez-vous que le magicien d'Oz puisse me donner un cœur ? S'il peut donner de la cervelle à l'épouvantail, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas vous donner un cœur. Oui, venez avec nous jusqu'à la cité d'Émeraude. Nous serons contents de faire la route avec vous, conclut l'épouvantail. Le bûcheron en fer blanc demanda à Dorothée de garder le bidon d'huile dans son panier au cas où il serait surpris par la pluie et qu'il rouillerait encore. Il mit ensuite sa hache sur son épaule et guida ses nouveaux amis à travers la forêt vers la route pavée de briques jaunes. Les oiseaux se faisaient plus rares dans la forêt. De temps en temps,
On entendait de sourds grognements, et le cœur de Dorothée se mettait alors à battre plus fort. « N'ayez pas peur, la marque du baiser de la bonne sorcière sur votre front vous protégera !» lui dit le bûcheron en fer blanc. C'est alors qu'un rugissement terrible se fit entendre. Un lion bondit sur la route. D'un coup de patte, il envoya l'épouvantail rouler sur le côté du chemin, puis s'élança sur le bûcheron en fer blanc et le jeta au sol. Tout petit qu'il fut, Toto courut vers l'énorme bête en aboyant. Le lion ouvrit la gueule pour le mordre, mais Dorothée se précipita sur lui et lui asséna un bon coup de poing sur le museau. Elle s'écria « Ne t'attaque surtout pas, Toto! Tu devrais avoir honte! Un gros animal comme toi, t'en prendre à un pauvre petit chien !»« Je ne l'ai pas mordu !» répondit le lion en se frottant le museau avec la patte. « Non, mais tu allais le faire. Tu n'es qu'un grand poltron. »« Je le sais bien. Ça me rend très malheureux. Je suis si poltron. Mais tous pensent que je suis le roi des animaux et que je n'ai qu'à rugir pour faire fuir tout le monde. » répondit le lion tout honteux. Du bout de sa queue, il essuya une grosse larme sur son visage et soupira. « Oh, si seulement j'avais un peu de courage. » Le grand magicien d'Oz pourrait peut-être quelque chose pour toi. Nous allons tous le voir, à la cité d'Émeraude. L'épouvantail voudrait qu'il lui donne un peu de cervelle, et le bûcheron en fer blanc désire un cœur. Tu pourrais lui demander un peu de courage, dit Dorothée. Eh bien, si vous êtes d'accord, je viens avec vous, décida le lion. Bien volontiers, tu nous aideras à éloigner les bêtes sauvages. La petite troupe se remit en route. Le lion marchait d'un pas majestueux à côté de Dorothée. Soudain, le bûcheron en fer blanc essuya des larmes. « J'ai marché sur un pauvre petit scarabée et je l'ai tué. Les gens sans cœur devraient s'efforcer de se montrer moins cruels avec les êtres. » Peu de temps après, ils entendirent de curieux grognements venant des arbres. Le lion chuchota. « J'ai bien peur que nous nous trouvions maintenant au pays des Khalidas. Ce sont des bêtes monstrueuses, avec un corps d'ours et une tête de tigre. Leurs griffes sont si longues et si acérées qu'elles me déchireraient très facilement. » Dorothée frissonna. Soudain, ils furent devant un gouffre large et profond. Épouvantés, nos amis se regardèrent puis s'assirent pour réfléchir. Au bout d'un moment, l'épouvantail dit « Je crois avoir trouvé la solution. Ce grand arbre est au bord du gouffre. Le bûcheron en fer blanc pourrait l'abattre et faire tomber sa cime de l'autre côté. Il nous serait alors facile de franchir le précipice. » Excellente idée. On croirait que vous avez de la cervelle et non de la paille dans la tête, répondit le lion. Le bûcheron en fer blanc se mit aussitôt à l'œuvre. Sa hache était si bien affûtée que le pont improvisé fut bientôt prêt. Ils s'apprêtaient à le franchir lorsque, à leur grande frayeur, ils entendirent de féroces grognements et virent deux grosses bêtes se précipiter vers eux. « Ce sont les Khalidas !» s'écria le lion. « Vite, il faut franchir le pont !» cria l'épouvantail. Dorothée passa la première en tenant Toto dans ses bras. Puis vinrent le bûcheron en fer blanc et l'épouvantail. Le lion fit face aux Khalidas et rugit de façon si terrible qu'ils s'arrêtèrent un court moment avant de s'élancer à nouveau vers eux. Le lion traversa le pont et se retourna pour voir ce que les bêtes féroces allaient faire. Comme elles s'engageaient elles aussi sur l'arbre, il dit « Restez derrière moi, je me battrai aussi longtemps qu'il me restera un souffle de vie. Ne désespérons pas, si le bûcheron en fer blanc réussit à casser le pont de notre côté, nous serons tous sauvés. » Le bûcheron en fer blanc se saisit immédiatement de sa hache et,
Juste au moment où les deux Khalidas arrivaient sur eux, l'arbre tomba dans le gouffre avec un craquement sinistre, précipitant dans sa chute les deux bêtes furieuses. Le lion poussa un énorme soupir. Oh, j'en ai le cœur qui tremble de frayeur. Ah, comme j'aimerais moi aussi avoir un cœur dans la poitrine, dit tristement le bûcheron en fer blanc. Du vent dans les saules. Le bois sauvage. Par un après-midi d'hiver, alors que Raton somnolait dans son fauteuil, Taupinet décida d'aller tout seul explorer le bois sauvage pour essayer de voir le célèbre blaireau. Taupinet souhaitait le rencontrer depuis longtemps. Lorsqu'il en parlait à son ami Raton, celui-ci disait « Il montrera bien le bout de son nez tout seul. Ce n'est pas la peine de lui demander de venir, il ne le fera pas. Et c'est impossible d'aller le voir. Il habite dans le bois sauvage, là où il est interdit d'aller. » L'après-midi était paisible. Le ciel semblait de plomb lorsque Taupinet quitta sa douillette demeure et se dirigea vers le bois sauvage. Rien d'alarmant ne se produisit tout d'abord. Des branches craquaient bien sous ses pas et le faisaient trébucher, mais il trouvait ça drôle et excitant. Il arriva bientôt à un endroit où les arbres étaient plus nombreux et où il faisait plus sombre. Un très grand silence régnait. Alors, il commença à voir des visages. 1, puis 2, puis 3. Le premier apparut sur le côté, entre les racines des arbres. C'était un petit visage en coin qui le regardait d'un air mauvais. Il tourna la tête pour mieux le voir, mais la chose avait disparu. Il accéléra le pas, en se moquant de son imagination, mais d'autres petits visages, au regard dur, apparurent brièvement entre les branchages. Soudain, tout le bois sembla rempli de visages, de centaines de visages qui le fixaient avec méchanceté avant de s'évanouir. « Il faut s'éloigner d'ici au plus vite pour ne plus voir ces affreux visages !» pensa-t-il. Il quitta le chemin et s'enfonça davantage dans le bois. Alors, il commença à entendre des sifflements. Faible au début, il paraissait venir de derrière lui. Taupinet accéléra le pas et il lui sembla les entendre loin devant lui, puis sur le côté, et enfin dans tout le bois. Il était seul, sans armes et loin de toute habitation, et la nuit tombait. La peur s'empara de lui. Taupinet entendit alors des bruits de pas. Il pensa d'abord qu'il s'agissait de feuilles qui tombaient, mais le bruit s'amplifia et il sut que c'étaient des pas. Boum, 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 qui approchaient. Était-ce devant ou derrière? C'était tantôt l'un, tantôt l'autre. Et les pas se rapprochaient. Tout à coup, un lièvre fila devant lui. « Dégage de mon chemin, idiot !» marmonna celui-ci avant de disparaître dans son terrier. Tout le bois semblait maintenant résonner de courses et de poursuites. Lui en voulait-on personnellement? Cédant à la panique, il se mit à courir droit devant lui, se jetant sur les obstacles et tombant à tout instant. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Finalement, Taupinet se cacha dans le creux d'un vieux hêtre. Tremblant de peur, il continuait d'épier tous les bruits de la forêt. Brusquement, il comprit que c'était pour lui épargner cette terrible épreuve
que Raton s'était efforcé de le dissuader d'aller voir Blaireau. Dans leur confortable logis, Raton continuait de somnoler. Il se réveilla enfin et appela. « Topinet ? Topinet !» Mais personne ne lui répondit. La casquette de Topinet n'était pas à sa place, et ses bottines non plus. Raton sortit vite de la maison pour chercher des traces sur le sol. Elle se dirigeait droit vers le bois sauvage. Raton réfléchit quelques instants, puis rentra, mit sa ceinture, y glissa 2 revolvers, prit un gros gourdin et se mit en route. Il faisait presque nuit lorsqu'il atteignit les premiers arbres et s'enfonça dans le bois. D'affreux visages surgirent, çà et là, entre les branches, mais ils disparurent rapidement à la vue des revolvers et du gourdin de Raton. Il parcourut patiemment tout le bois en appelant « Topinet ? Topinet, où es-tu ? C'est moi, Raton, ton ami !» Enfin, il entendit une petite voix lui répondre. « Raton, est-ce toi ? Est-ce bien toi ?» Raton se glissa dans le creux du hêtre et trouva Topinet tremblant et épuisé. « Oh, Raton, j'ai eu tellement peur. Tu ne peux imaginer. »« Je t'avais bien prévenu pourtant. Pourquoi es-tu si obstiné ? Allons, il faut maintenant rentrer à la maison. On ne va pas passer la nuit ici. »« Je regrette tant. Oh, s'il te plaît, Raton, laisse-moi me reposer un peu, je suis épuisé. Il faut que je reprenne des forces. » Le brave Raton acquiesça. « Allons, repose-toi, de toute façon, il fait nuit maintenant. » Il mit alors le nez dehors, et Topinet l'entendit maugréer. « Que se passe-t-il, Raton ? » ?»« Il neige et fort. Eh bien, on n'y peut rien. Il faut partir. » Après 1 heure ou 2 de marche, le découragement et la fatigue s'emparèrent d'eux. Ils avaient perdu la notion du temps, et il avait tellement neigé qu'ils avançaient avec peine. Soudain, Topinet trébucha et s'étala de tout son long. « Aïe, ma jambe, ma cheville !» gémit-il en s'asseyant et en se frottant la jambe. « Mon pauvre Topinet, tu n'as pas de chance aujourd'hui. »« J'ai dû trébucher sur une souche !» répondit Topinet penaud. « Tu t'es bien coupé. Ça ne peut pas être une souche. On dirait plutôt quelque chose de tranchant ou de métallique. C'est curieux. » fit Raton en fouillant dans la neige. « Hurrah, j'ai trouvé !» cria-t-il. « Quoi donc ? Viens voir !» Topinet sautilla jusqu'à son ami et se pencha. « J'ai déjà vu ça, souvent. C'est tout simplement un gratte-pied pour enlever la neige des souliers, » déclara-t-il. « Ne comprends-tu donc pas ce que cela signifie, ballot ?»« Bien sûr que si !» répondit Topinet. « Quelqu'un de distrait et de désordonné l'aura laissé traîner au beau milieu du bois sauvage pour que tout le monde tombe dessus. C'est de la négligence, je te le dis. Dès que nous serons rentrés, j'irai me plaindre. »« Viens ici et creuse !» Et les 2 compères peinèrent longtemps, mais ce ne fut pas en vain. Sous le talus de neige, apparut enfin une petite porte vert foncé, d'apparence solide. Un cordon de sonnette pendait sur le côté, et plus bas, ils découvrirent une plaque de cuivre sur laquelle ils lurent, grâce au clair de lune, « Monsieur Blaireau » en lettres majuscules. De surprise, Topinet en tomba à la renverse. « Raton, tu m'étonneras toujours !» s'écria-t-il. « Lève-toi vite !» s'impatienta Raton. « Tire bien fort sur la sonnette tandis que je tambourinerai. » La porte finit par s'entr'ouvrir, et ils aperçurent un long museau et 2 yeux ensommeillés. « Qui donc vient me réveiller à cette heure ?»« Blaireau !» répondit Raton. « C'est moi, Raton, avec mon ami Topinet. Nous avons perdu notre chemin et il neige. »« Mon pauvre Raton,
s'exclama Blaireau. Dans le bois sauvage, en pleine nuit. Il ne sera pas dit que je laisserai mes amis mourir de froid. Entrez vite tous les deux. Le brave Blaireau les fit s'asseoir sur le canapé, près du feu, et les invita à lui donner leurs vêtements et leurs chaussures mouillées pour les faire sécher. Puis il leur servit un repas copieux avant de leur offrir un bon petit lit. Le troll. Prends garde au troll malfaisant qui sournoisement t'attend près de son antre puant. Il te veut dans son pot brûlant. Son sang est noir et bouillonnant. Il gargouille d'affreux grognements. Il mêlera à ses ingrédients ton sang, ta chair et tes ossements. Il te liera jambes et bras. Haché menu te réduira et glou t'avalera comme du petit bouillon gras. Gare à toi quand tu sortiras. Gare à toi quand tu flâneras. Ne finis pas dans le sous-sol pour le dîner de l'affreux troll.